Bonjour, bienvenue sur le plateau d'Informatic News pour notre rendez-vous hebdomadaire l'invité de la semaine qui reçoit chaque semaine les responsables des entreprises IT qui sont présentes en France. Et cette semaine, nous avons le plaisir de recevoir Olivier Derrien qui est directeur général de Salesforce France. Olivier Derrien, bonjour. Bonjour. Alors vous savez, dans cette émission, on commence toujours par votre actualité à vous de la semaine. Est-ce qu'il y a un événement particulier qui a retenu votre attention récemment ? Bien sûr, puisque la semaine dernière, ça a retenu l'attention de tous les Français, c'est ce qui est arrivé à Notre-Dame. Donc c'était une soirée bien triste, 850 ou 950 ans sans incendie, et puis voilà, tout d'un coup un incendie qui détruit beaucoup de choses, le toit et la flèche. Et c'est un peu une crise. Et à chaque fois, ça me fait réfléchir au sens du mot crise. Donc il y a deux façons de réagir, je pense. Il y a le désespoir et puis il y a l'espoir. L'opportunité. L'opportunité peut-être de se rassembler ensemble avec les gens qui ont déjà amené des dons. Des gens riches ou des gens moins riches, des gens très riches ou des gens pas riches du tout. Et de s'associer avec des entreprises ou des associations pour rassembler nos efforts, rassembler notre courage et faire des choses ensemble. Alors dans l'informatique, on pense tout de suite à modéliser ce que pourrait être une reconstruction. Pourquoi pas, on pense aux technologies 3D, aux impressions 3D, on pense à des tas de choses. On pense aussi à aider à mener à bien ce projet. Donc dans notre société, Salesforce France, on va très certainement faire appel à la candidature et je vous promets qu'il y aura plein de bonne volonté pour s'associer avec nos amis, avec nos contacts pour faire avancer ce projet qui va être un projet relativement titanesque. Je ne sais pas si ça va durer 3 ans, 5 ans ou 10 ans. D'ailleurs, quand vous dites titanesque, je crois qu'on va utiliser il est possible qu'on utilise du titane. En plus, oui. Donc il y a encore plein de questions en effet. Vous voyez, toutes ces questions qui quelque part sont des bonnes questions. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Il faut un bon chef de projet, je pense qu'il vient d'être nommé. Et puis de bonne volonté. Donc je pense que c'est une étape triste, mais construisons l'avenir ensemble. Très bien, alors pour clore sur ce sujet, effectivement, à la fois triste et puis plein d'espoir, et étant donné l'échéance qui a été, imposée par le président de la République, 5 ans, ça veut dire que l'utilisation des technologies va s'imposer pour le coup. Sinon, sans elles, je ne vois pas très bien comment on pourra tenir ces délais. Alors ça me fait penser au monde du développement de logiciels, où pendant des années et des années, les éditeurs de logiciels avaient prévu de sortir des nouvelles versions et avaient proposer des dates de sortie, et puis comme ils n'arrivaient jamais à tenir les dates, en fait, ils repoussaient les dates de sortie. Vous avez des noms d'éditeurs en tête, non ? Tous. Oui. Bon. Sauf que nous, on a décidé de faire autrement il y a presque 20 ans. On a décidé de changer la problématique et de bloquer des dates fixes dans nos calendriers pour innover et pour sortir chaque année à date très fixe des nouvelles versions. Et donc, en fait, on enlève, si on est en retard, on enlève des fonctions, mais on tient les dates. Vous voyez ce que je veux dire ? Au lieu de tenir les fonctions et de ne pas tenir les dates. Et ça, c'est une innovation. Et ça, cette histoire de 5 ans, qu'est-ce qu'on va faire en 5 ans ? Eh bien, il va falloir faire un projet qu'on puisse faire en 5 ans. Il va falloir accélérer. Il va falloir optimiser. Mais il ne faut pas non plus négliger les autres aspects comme la cohérence par rapport à l'édifice et puis la solidité, je ne sais quoi. Alors on va parler de Salesforce, bien entendu. Salesforce a été créé il y a quasiment 20 ans, hein, pas jour pour jour, mais un tout petit peu plus que un tout petit peu plus. Je dirais comme le frigidaire est l'équivalent du réfrigérateur, le BIC c'est le stylo, le Colt c'est le revolver, Salesforce c'est le CRM. Mais finalement, depuis 20 ans, il s'est passé quand même beaucoup de choses et vous allez assez largement au-delà du CRM. Est-ce que vous pouvez nous dire de manière assez synthétique, finalement, qui vous êtes aujourd'hui ? Tout à fait. En effet, il y a 20 ans, à San Francisco, Marc Benioff et 3 autres cofondateurs ont créé cette société sur 3 idées disruptives, totalement disruptives en fait, 3 innovations majeures. La première innovation, c'est de se concentrer uniquement dans le monde du CRM, en français on pourrait dire gestion de la relation de la clientèle, ou se concentrer uniquement là-dessus. Donc nous voulons développer des softwares pour le monde de l'entreprise. Nos clients sont les petites entreprises, les moyennes entreprises et les grandes entreprises. Et nous sommes spécialisés dans la gestion de leurs relations avec leurs clients ou leur écosystème. Première disruption majeure à la création, c'est dans le business model, c'est d'inventer l'abonnement pour le software.
au lieu d'acheter des licences très chères et ensuite de payer la maintenance à 15, à 20 ou à 25%, de fournir à nos clients la possibilité d'avoir des abonnements par utilisateur par mois, comme le téléphone mobile. Ce qu'on appelle aujourd'hui as a service et ce qu'on appelait à l'époque ASP. On appelait ASP, as a service. Maintenant, on peut même presque, certains assimilent le cloud à ça, mais c'est une partie du cloud. Mais la conséquence vertueuse de ça, c'est que tout le monde dans l'entreprise Salesforce sait très bien qu'à la fin d'un abonnement, parce que c'est le client qui choisit la durée de l'abonnement, à la fin de l'abonnement, le client décide soit de continuer, soit de s'arrêter. Et donc il y a tout le temps des points de passage clés qui sont au choix de chaque client. Ça fait tous les jours de l'année, toutes les semaines de l'année, tous les mois de l'année, des points de passage clés où on mesure la satisfaction des clients. Donc chez nous, on sait ça depuis le début. On a plus que des alertes. On a dans notre sang, dans notre ADN, l'envie d'aller parler. On sait qu'il vaut mieux aller parler avec les clients le plus tôt possible, au début de l'abonnement, pas à la fin de l'abonnement, pour tout faire pour qu'ils soient contents à la fin. Et ça, c'est vertueux. Deuxième innovation majeure, il y a 20 ans, c'est OK, monsieur, les clients, on sait que c'est long pour vous quand vous voulez passer de 10 à 100 à 1000 utilisateurs. Vous allez devoir acheter des machines, des logiciels pour faire marcher les machines. Ça peut prendre beaucoup de temps dans certains grands établissements. On va vous demander 6 mois à 1 an de tests pour pouvoir le faire. Or, vous avez besoin d'agilité. Donc en fait, on s'est dit, OK, on va tout faire pour gagner votre confiance. Si vous avez confiance en nous assez, vous allez nous confier vos données, mais ça reste vos données, vous êtes propriétaire de vos données. Par contre, on va les mettre dans nos data centers et on va gérer tout ça. On va mutualiser complètement la puissance informatique pour tous nos clients, mais en protégeant avec des appartements complètement étanches les uns des autres. Il y a des parties communes. C'était le fameux multi-tenant dont on parlait. C'est le multi-tenant data center. Et ça, si vous voulez, c'est une autre innovation parce que pour passer de 10 à 1000, ça prend 2 minutes. De 1000 à 10 000, c'est pareil. Et en plus, si je peux me permettre, quand on fait une innovation majeure pour un client, par exemple notre plus grand client mondial. C'est qui ? Notre plus grand client mondial en ce moment, si vous voulez, c'est Amazon. Donc quand on fait une innovation majeure pour ce client, eh bien, immédiatement, toutes les sociétés, y compris la société de 3 individus avec 3 abonnés, en bénéficient. C'est ça la mutualisation aussi. Donc il y a une sorte d'effet ricochet finalement. Il y a un effet automatique ricochet parce que tout le monde utilise à un instant T, c'est une prouesse technologique absolument incroyable. Tous nos clients, des milliers et des centaines de milliers de clients, utilisent au même instant la même version du logiciel. Et tous les 3 mois, je vous disais tout à l'heure, ou tous les 4 mois, 3 fois par an, tous les 4 mois plutôt, on introduit une nouvelle version et toutes les nouvelles versions sont à jour en même temps et tous les clients l'ont, même sans s'en rendre compte. Et ça donne une agilité exceptionnelle. Troisième disruption majeure, celle que je considère quasiment la plus importante, c'est la mission de la société, Salesforce. Dans les statuts de la boîte, aider à transformer le monde. Dans les statuts de la boîte, le modèle 1-1-1 en anglais, 1-1-1 en anglais. Si un jour on fait du chiffre d'affaires, on donnera un pourcentage de notre chiffre d'affaires aux associations. On donnera des produits aux associations pour qu'elles gèrent leurs donateurs, par exemple, parce que toutes les associations ont besoin de gérer les donateurs. On a besoin de technologie, elles ont besoin de technologie. Donc on donne les 10 premiers abonnés gratuits. Et ensuite, énormément de remises sur les abonnés d'après. Troisième point du 1-1-1, chaque salarié chez Salesforce peut passer 7 jours par an pour aider les associations de leur choix. Et Salesforce va payer ce salarié en plus des vacances. Très bien. Alors, est-ce que vous diriez quand même que vous êtes toujours focalisé sur le CRM, mais est-ce que le CRM finalement n'a pas complètement changé, c'est-à-dire a été démultiplié? Vous avez raison. On s'appelle Salesforce parce que le premier axe de travail pour nous, notre premier logiciel, c'est pour équiper les forces de vente et automatiser l'activité commerciale. C'est pour ça qu'on s'appelle Salesforce. Le CRM, aujourd'hui, c'est le segment du marché des entreprises le plus gros. Il a 4 sous-segments. Toute la partie commerciale, c'est par là que nous avons démarré. La partie service, les gens qui sont des agents qui reçoivent des coups de téléphone des clients qui ne sont pas contents des services ou des services proactifs pour vendre des choses par téléphone. L'e-commerce et le marketing. L'e-commerce, tout le monde comprend. Le marketing aussi. Ça, c'est 4 segments du CRM. Et c'est le marché le plus gros du software dans les entreprises. Donc on a la chance d'avoir eu une bonne idée de commencer sur un marché qui aujourd'hui est le plus gros. Et comme on est le leader, on est porté par cette vague. En plus de ce marché, on a investi considérablement sur les dernières années et on est présent sur 3 autres marchés. Le marché du développement d'applications, le marché de plateforme, de développement d'applications, le PaaS, le marché des analyses de données, des analyses, la business intelligence, donc business analytics, les analytics comme on dit. Et très récemment, vous avez peut-être vu passer ça l'an dernier, le marché de l'intégration de systèmes.
on a fait une acquisition colossale pour nous, 6,5 milliards de dollars, ça nous a coûté. C'est la plus grosse. La société MuleSoft, qui a la plus belle technologie de marketplace d'API. En fait, on crée des API et on compose et on décompose et on recompose des systèmes d'information de façon très rapide, parce qu'aujourd'hui, il faut faire marcher toutes les applications les unes avec les autres. Et on s'était aperçu en écoutant nos clients que c'était le maillon souvent le plus lent de toute la chaîne d'un projet, même d'un projet CRM, parce qu'il faut bien que ça marche aussi avec le back-office, par exemple. Et ça, c'est un investissement majeur. Donc, quand vous additionnez ces marchés, notre marché adressable, il a multiplié par plus de 10 sur les 8 dernières années. Très bien. Alors, on va aussi aborder un élément d'actualité. Vous avez annoncé, je crois, il y a à peu près 2 ans, une solution qui s'appelle Einstein. Donc, c'est un nom assez ambitieux, si je puis dire. Et en gros, l'idée, c'est d'infuser de l'intelligence artificielle dans les applications. Et donc, il se trouve qu'il y a quelques jours, quelques semaines, vous avez annoncé de nouveaux services avec cette fonctionnalité Einstein. Où est-ce que vous en êtes dans l'avancement de cette solution d'intelligence artificielle un peu dans toutes les fonctions? Pourquoi est-ce qu'on entend parler d'intelligence artificielle depuis 2 ans? Tout simplement parce qu'il manquait la matière aux algorithmes d'intelligence artificielle qui sont tous très vieux. Il manquait la matière, les données, pour que ça ait un sens. L'intelligence artificielle a besoin d'énormément de données pour produire des choses intéressantes. Deuxièmement, la puissance informatique est devenue à un prix très raisonnable. Quand vous conciliez ces 2 éléments, la masse de données et la possibilité d'acheter du CPU pas très cher, c'est pour ça qu'on parle d'intelligence artificielle. Après, l'intelligence artificielle, c'est d'abord de l'analyse de données, donc il faut classer les données d'une certaine façon, et ensuite analyser toutes ces données. On a besoin d'énormément de data scientists pour ça. C'est un métier incroyable, c'est un métier où ceux qui veulent le devenir peuvent le devenir toute leur vie, pendant 50, 60, 100 ans. Il y a une pénurie de data scientists, c'est sûr. On s'est dit, nous, qu'on voulait aider les utilisateurs dans tous nos produits, au lieu d'avoir en fait une offre dédiée intelligence artificielle dans un coin du catalogue Salesforce, dans tous nos produits Salesforce, qui s'appellent Sales Cloud, Service Cloud, Marketing Cloud, on va mettre de l'intelligence artificielle. De telle sorte que l'utilisateur puisse pour devenir que le data scientist reçoive, pour lui-même. Là, se passe du data scientist un peu. Il devient. Mais surtout, il lit les prédictions possibles pour son job. Exemple, quand je regarde le portefeuille des affaires possibles en tant que, si je suis directeur commercial, certains de mes commerciaux, de mes directeurs commerciaux vont dire cette affaire, je pense qu'on va la signer à tel montant, à tel mois. Einstein, vraiment, dans cette force, il dit voilà les raisons pour lesquelles on est d'accord avec toi, 1, 2, 3, voilà les raisons pour lesquelles on n'est pas d'accord avec toi. Il va dire non, en fait, je ne suis pas d'accord avec toi, tu ne vas pas la signer à tel montant, à tel mois, soit vous allez la perdre pour telle et telle raison, mais il explique, c'est un truc de dingue. On reçoit dans l'application ce type d'échange. Un client me disait la semaine dernière, autre exemple, j'ai mis Einstein sur mes factures et j'ai gagné 35% de recouvrabilité sur mes factures parce que Einstein m'a tout seul, petit à petit, dit sur quelle facture me concentrer d'abord, quelle facture va être impayée. Voilà 2 exemples que je vous donne, donc, très pragmatiques. Ça montre que ça marche. Enfin, 4 milliards. C'est pas du ripollinage ou du marketing. On a essayé justement de faire petit pas par petit pas. Ce qui est très important, c'est d'avoir des prédictions pragmatiques qui aident chaque utilisateur dans son travail, de façon simple, de façon efficace. Et en effet, c'est notre philosophie, et ça marche, 4 milliards de prédictions par jour dans les outils Salesforce avec Einstein. Donc vous pensez que ce sera un élément différenciant de votre offre? De plus en plus. Cela dit, tous les éditeurs font un peu la même chose aussi. Alors, tous les éditeurs parlent d'intelligence artificielle, tout le monde n'a pas choisi la même stratégie que nous par rapport à un outil d'intelligence artificielle de côté, ou alors l'intelligence artificielle dans tous les outils. Je vais vous donner un autre exemple. Si je me connecte à Salesforce, ou si vous vous connectez à Salesforce avec votre mot de passe, vous avez donc accès à vos données, ce sont vos données, vous êtes les seuls à pouvoir les voir. Et Einstein va choisir un algorithme parmi 4000 algorithmes d'intelligence artificielle, il va choisir l'algorithme qui convient bien à vos données et à vous. Et il faut des moteurs d'intelligence artificielle pour choisir les algorithmes d'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle sur l'intelligence artificielle. C'est des méta-moteurs d'intelligence artificielle. Et bien entendu, le métier de data scientist va continuer à être en pénurie pendant des dizaines d'années, sérieusement, mais nous, on doit aider
les utilisateurs à avoir des prédictions pragmatiques qui sont bonnes pour leur business. Très bien. Alors, il y a un pan de votre activité qui est un petit peu, pas en périphérie, mais dont on parle un peu moins, c'est App Exchange. Donc, c'est une plateforme. En gros, c'est un store, en bon français, donc un magasin dans lequel vous proposez des applications tierces. Où est-ce que ça en est, ça? Est-ce que vraiment c'est quelque chose... Ça a été annoncé en 2006, donc ça fait très longtemps. Est-ce que c'est une part importante de votre activité ou est-ce que c'est je dirais, une vitrine pour faire bien et puis pour rassembler du monde? Je vous remercie de me poser la question parce que je pense que c'est le joyau le plus méconnu de notre portfolio. Parce qu'en fait, on offre une possibilité à nos clients de choisir entre des applications prédéfinies qui vont leur permettre d'aller plus vite pour la version 1, de la mettre en place en 3 mois, 6 mois, 9 mois, ou pour ceux qui veulent, et ensuite ils vont devoir personnaliser ou customiser ou paramétrer ces applications prédéfinies parce qu'ils vont changer un champ par un autre, ils vont vouloir enlever tel champ et commencer à personnaliser. Mais ils sont très motivés au départ par la vitesse d'implémentation. Et puis il y a ceux qui ont l'obsession de bâtir, les développeurs d'applications. Alors on les trouve chez nos clients, les développeurs d'applications, ils vont utiliser notre plateforme de développement, ou on les trouve chez nos partenaires. Les partenaires développent des applications avec la plateforme, développent des applications, et ensuite ce sont les partenaires, c'est pas nous qui décidons de les mettre dans. Les partenaires nous disent on aimerait bien que notre application qu'on a développée pour la gestion des factures, ou l'application qu'on a développée pour la gestion des congés payés, ou des centaines et des milliers d'applications complémentaires du CRM ou qui n'ont rien à voir avec le CRM, comme la comptabilité, il y a des gens qui ont développé des comptabilités, ils nous disent on aimerait bien qu'elles soient disponibles dans le monde sur la marketplace qui s'appelle App Exchange. Et nous, on certifie la qualité du développement, donc on a un processus quand même d'approbation, de validation de la rigueur de développement, que c'est sérieux, et c'est gratuit ou c'est payant, c'est au choix du partenaire. Et d'ailleurs, c'est une très belle application développée avec notre plateforme de développement qui s'appelle Force.com dans ce cas-là. Et c'est quelque chose, en fait, qui est fondamental pour tous nos grands, petits et moyens clients, parce qu'ils complètent toujours. On n'existe pas seul dans le monde de l'entreprise, dans l'architecture du système d'information. On n'existe pas seul. Nous, on est spécialisé sur la gestion de la relation client et c'est un vaste domaine et il faut connecter en plus au back-office. Et combien d'applications sur App Exchange? Des milliers d'applications. Donc vous ne savez pas exactement combien? Je ne sais pas exactement le nombre parce que d'abord, ça change tous les mois ou toutes les semaines. Et comment je fais? Parce que s'il y en a des milliers, comment je fais pour trouver la bonne, celle qui me convient? Je vous invite à vous connecter à App Exchange et vous allez voir que vous allez avoir des accès... comme dans un moteur de recherche. Voilà, vous allez avoir des accès très faciles sur des industries ou sur des domaines fonctionnels, si vous voulez. Donc, et vous choisissez parmi tout ça. Ok. Alors il y a un dernier point. Et c'est noté par les utilisateurs, un peu comme... Oui, comme avec Yelp, on note. Voilà. D'accord. Dernier point que je voulais voir avec vous, il y a un élément qui m'a un peu surpris, c'est quand j'ai regardé vos derniers résultats là, de l'année 2018, donc qui sont plutôt bons. La répartition, finalement, montre que vous avez 70% de votre activité en Amérique. Je suppose que la plupart est aux États-Unis. Et ça m'a un peu surpris parce que je me disais, finalement, c'est du SaaS. En gros, c'est comme de l'électricité, ça se diffuse partout, c'est facile et tout. Et puis non. Et qu'est-ce qui fait que vous soyez encore une entreprise très américaine? Deux choses. Un, quand je suis arrivé dans cette société il y a un peu plus de presque 9 ans maintenant, c'était plutôt 85%. Donc en fait, il y a un mouvement de fond vers un équilibre différent. Keith Block est aujourd'hui co-CEO de Salesforce, est arrivé il y a à peu près 5 ans dans la société. Il a dit qu'il y a 2 axes stratégiques pour développer la société. Un, c'est l'internationalisation, c'est-à-dire développer plus et faire une croissance plus forte en dehors des États-Unis. Sur l'année dernière, vous avez sans doute noté que la croissance en Europe officielle, c'est plus 33%, et la croissance en Asie Pacifique, c'est plus 28%, alors que la croissance aux États-Unis, c'est plus 24%. La croissance moyenne, 25%. Ça va se répartir. Donc vous voyez que chaque année. Et deuxième élément, le chiffre d'affaires sur un abonnement, parce que les clients s'abonnent, mettons qu'un client s'abonne pour 1 000 € par mois pendant 12 mois, ça fait 12 000 € sur un an. Ce qu'on reconnaît en chiffre d'affaires, c'est mois par mois. Donc si on emmagasine des contrats en Europe pour le futur, ça produira du chiffre d'affaires dans le futur. Il y a un temps de latence entre la signature des contrats et la déclaration du chiffre d'affaires, parce qu'on déclare le chiffre d'affaires mois par mois. C'est le deuxième élément. En tout cas, le mouvement est lancé. Le mouvement c'est la stratégie de la société. L'autre élément, c'est l'industrialisation, c'est-à-dire d'avoir des offres de plus en plus verticales par industrie. Très bien. Écoutez, je pense qu'on n'attendra pas 10 ans et vos 30 ans d'existence pour vous revoir. En tout cas, Olivier Darrien, merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre accueil.